Bon, en attendant que Anne-Marie de Couvreur-Mondé nous rejoigne, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Franck Amalric et Antoine Denoy. Ils se présenteront tout à l'heure. Pour ma part, je suis Bertrand Desmier. Je suis Senior Advisor chez Tenaxia, qui est un des leaders en édition logicielle RSE, ESG, HSE et cabinet de conseil. Et Anne-Marie vient de nous rejoindre. C'est magnifique, on va pouvoir commencer à l'heure, on peut applaudir quand même. Bravo. Donc, merci beaucoup de nous avoir rejoints, chère Anne-Marie. Donc, le thème de cette table ronde, peut-on concilier performance économique et impact social et environnemental? Et le fait de se poser la question signifie par essence qu'on a peut-être éventuellement quelques doutes. On est aujourd'hui sur l'émergence de nouveaux modèles d'entreprise, entreprises contributives, régénératives, perma-entreprises. On a une évolution réglementaire européenne qui va dans le sens justement de la réconciliation de la performance économique, financière, sociale et environnementale. On est en train tout doucement de mettre en œuvre une approche peut-être de triple comptabilité des entreprises, environnementale, sociale et financière. On a également la prise en compte de la double matérialité avec l'évolution réglementaire CSRD, donc au-delà des risques financiers que font poser notamment la transition, enfin le changement climatique, il y a également la notion d'impact de l'entreprise sur son écosystème, sur l'environnement, sur la société. Et puis, on ne peut pas ne pas citer au sein du World Impact Summit la montée en puissance aussi de l'investissement à impact. Donc, dans un premier temps, je vais inviter chacun d'entre vous à se présenter brièvement. Qui êtes-vous, votre entreprise? Et puis, nous irons assez rapidement dans le vif du sujet. Chère Anne-Marie, voulez-vous bien vous présenter? Avec plaisir. Bonjour, chers messieurs. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Marie de Couvreur. Je suis entrepreneur. Depuis à peu près 20 ans, j'ai créé le groupe Media Meeting, qui est le premier opérateur de radio d'entreprise en France, en 2004. Ensuite, nous avons racheté à nos confrères de Lagardère l'AFP Audio, qui produit des flashs d'information pour 230 radios en France. Et la famille vient de faire une petite sœur qui est arrivée il y a maintenant 1 an, RZN Radio, la première radio nationale 100% positive, a été autorisée à émettre par l'ARCOM et a vu le jour à Bordeaux. Le 12 octobre 2021, la France a maintenant une radio nationale 100% positive et elle est basée à Bordeaux. Vous en avez marre d'écouter des nouvelles catastrophistes, vous en avez marre des fake news. Je pense que vous avez là une proposition tout à fait pertinente. On poursuit peut-être avec Antoine. Bonjour à tous et à toutes. Donc j'ai la chance d'avoir lancé avec quelques autres AXA Climate il y a 4 ans. Donc AXA Climate, c'est un étrange animal de l'écosystème de l'assurance. Nous sommes 200 maintenant. Nous avons une mission et une obsession quotidienne, c'est d'aider le secteur public et privé à réussir son adaptation climatique et environnementale. Donc ça nous amène à bien maîtriser le risque, à le déployer au service des grandes entreprises et des gouvernements. Et cette étape 1 du voyage, elle se conclut là. Et on ouvre un deuxième chapitre de l'histoire d'AXA Climate qui est de se mettre au service de l'opportunité et notamment de l'entreprise régénérative. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien volontiers. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Franck Amalric. Moi, je travaille pour le cabinet de conseil Square Management où je suis responsable de la practice entreprise et finances durables. Et puis, je suis également administrateur de l'association Auré. Et à ce titre-là, j'ai présidé un groupe de travail sur la gouvernance des entreprises responsables. Auré qui a publié à ce titre un guide que je recommande vivement, téléchargeable sans aucun problème sur le site internet d'Auré. Tout à fait. Merci. Alors, pour commencer, je vais vous demander à tous les trois de nous donner, en fonction de votre histoire, de votre vision, de vos valeurs, du projet que vous portez, votre appréciation du thème du jour. Peut-on concilier performance économique et impact social et environnemental? Anne-Marie, voulez-vous commencer? Alors, je crois que non seulement on peut concilier performance économique et impact social et environnemental, mais je pense qu'on doit concilier
Ces deux dimensions, on est vraiment aujourd'hui à un moment où notre monde et notre pays sont en train de se transformer profondément. Et je pense qu'entreprendre ou diriger une entreprise en 2022, c'est vraiment construire un sens nouveau. Et ce sens ne peut plus être, à l'évidence, uniquement basé sur l'EBITDA. Une entreprise, aussi belle soit-elle, ne peut plus avoir simplement un sens capitaliste. Je pense que nous allons devoir tous ensemble réinventer le capitalisme, le tempérer, trouver un sens nouveau, et qu'effectivement, entreprendre ou diriger une maison, eh bien, c'est avoir l'opportunité de créer un sens nouveau dans une économie qui sera très probablement le terreau de l'évolution de ce pays. Moi, je suis persuadée que ça va commencer par les territoires, par les entreprises. D'ailleurs, on voit que ça commence partout, que véritablement le changement est à l'œuvre. Et donc, je crois que quand on a la chance de pouvoir diriger une organisation ou une entreprise en 2022, il est absolument déterminant de travailler chaque jour à créer un sens nouveau. Merci beaucoup. Franck ? Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de désaccords autour de cette table ronde. Ce que ça a évoqué pour moi, puisque c'était ça la question, hein, qu'est-ce que ça a évoqué la première chose que ça a évoqué, alors moi je viens du monde de la RSE, je viens du monde de l'investissement socialement responsable, et j'ai suivi ça sur les 20 derniers mois, sur les 20 dernières années. Et quand on parle de performance économique et performance sociale et environnementale dans ce domaine-là, la première chose qui vient en tête, c'est les centaines, voire les milliers d'études qui ont été publiées et qui essayaient de montrer que les entreprises qui étaient en avance d'un point de vue environnemental ou en avance d'un point de vue social, en fait, allaient également surperformer en termes économiques. C'était l'idée de doing good, doing well is going to help you doing good, ou l'inverse plutôt. Et donc on essayait d'avoir des arguments qui étaient de dire si vous prenez bien soin de vos parties prenantes, si vous prenez bien soin de l'environnement, eh ben, vous allez trouver une surperformance économique parce que vos employés seront contents ou parce que vos clients vont acheter vos produits, vous allez pouvoir vous différencier, etc. Bon. Et ça a été, pourquoi est-ce que c'était cet argument, c'est presque un argument marketing qui était utilisé, que ce soit par les fonds ISR, hein, qui continuent à dire on surperforme, ou dans le conseil RSE évidemment. Pourquoi est-ce qu'on utilisait cet argument-là? C'était qu'on utilisait cet argument-là parce qu'on pensait que pour avoir un impact au sein des entreprises, c'était finalement le seul argument qui était entendable et qu'il n'était pas possible de challenger la doxa dominante, qui était de dire que l'entreprise, en tout cas les entreprises au moins cotées, les grandes entreprises, ne peuvent faire autre chose que d'essayer de maximiser leur valeur actionnariale. Et donc, on était obligé de s'insérer dans cette dynamique-là si jamais on voulait essayer d'avoir un impact. Bon. Je pense que ça, il faut passer au-delà de ça. Et il faut avoir l'envie, le courage, ou de dire non, ce n'est pas possible. Enfin, on n'aura jamais l'impact suffisant si on s'en tient à ça. Et en fait, cette doxa-là, ou cette idée-là que l'entreprise doit nécessairement maximiser sa valeur économique, on ne peut pas en dépasser. En fait, théoriquement, ça ne tient pas du tout la route, parce que conceptuellement, ça a été fondé sur l'idée qu'il n'y avait pas d'externalité, pas de défaut de marché. À partir du moment où il y a des défauts de marché, ben on voit bien qu'il n'y a plus d'alignement entre l'intérêt de l'entreprise, en tout cas pas d'alignement automatique entre l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt de la société. Donc à partir du moment où on reconnaît qu'il faut faire une transition écologique, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a des externalités dans tous les sens, et ben on ne peut pas en même temps dire cela et dire en même temps que le but de l'entreprise premier, c'est de maximiser sa valeur actionnariale. Là, il y a une contradiction entre ces deux positions-là. Et puis, si on regarde ce que les entreprises sont en train de faire aujourd'hui, en fait, elles prennent des engagements pour lesquels le fameux business case est quand même très difficile à faire. Une entreprise qui s'engage sur une trajectoire net zéro sur les 25 prochaines années avec des objectifs intermédiaires, sinon ça n'a pas beaucoup de sens, c'est quand même très difficile de lui dire comment et pourquoi est-ce que ça va générer de la valeur actionnariale. Donc on voit bien que les entreprises prennent des engagements qui ne sont pas réductibles à « on va vous démontrer que c'est bien pour vous ».
sur le fameux passage de shareholder capitalism à stakeholder capitalism, il y a le concept clé de respect des parties prenantes. Et si on respecte les gens, on ne peut pas dire on vous respecte, mais uniquement si ça va bien pour la valeur actionnariale. Non, l'idée de respect, elle domine, elle ne peut pas être mise au service d'eux. Là aussi, il y a une contradiction de termes. On ne peut pas respecter des gens dans une logique instrumentale pour augmenter, etc. Donc je pense qu'à la fois pour des raisons théoriques et à la fois pour des raisons, si on regarde ce qui se passe au niveau des entreprises, on est en train d'évoluer vers quelque chose de différent, c'est-à-dire quelque chose où on reconnaît pleinement que toute entreprise doit poursuivre en même temps différents objectifs. Un objectif économique, évidemment, parce qu'il faut qu'elle vive, sinon elle ne va pas avoir un apport positif sur la société, mais également un impact social positif et un impact social environnemental potentiellement pas trop négatif, possiblement régénératif et donc positif, et que donc l'entreprise va devoir apprendre, parce que ça, pour le moment, elles ne savent pas vraiment le faire, comment gérer ces différents objectifs incommensurables les uns avec les autres et qui vont nécessairement générer des injonctions contradictoires, puisque à partir du moment où on reconnaît cette diversité d'objectifs, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, elle va devoir apprendre à prendre des décisions en reconnaissant cette diversité d'objectifs. On doit le faire, comme disait tout à l'heure Anne-Marie, mais en ayant pleinement conscience d'injections contradictoires qui vont faire que ça ne va pas être évident forcément tout de suite à mettre en œuvre. Votre vision, Antoine? Alors, la façon de faire du lien avec vous, c'est peut-être de vous expliquer de manière un peu égocentrée le chemin qu'on a parcouru avec AXA Climate. Nous, il y a 4 ans, on s'est lancé tout feu tout flamme pour accompagner les boîtes dans la compréhension de l'ESG, de ce qu'il fallait faire en termes social, en termes environnemental. Et ça a été un magnifique succès qui nous a dépassé. On est devenu le leader de la formation en Europe sur ces sujets. On conseille énormément d'entreprises. Et en fait, on s'est pris une claque au bout de 4 ans parce qu'on s'est dit qu'on avait complètement manqué l'impact et que pour le coup, ce qui pouvait se comprendre et se lire comme une magnifique aventure intrapreneuriale et donc une réussite économique était un quasi-échec sur la partie impact. Et là où l'épiphanie, en tout cas moi, que j'ai eue et puis qu'on a eu collectivement chez AXA Climate, et puis il y a des gens qui nous ont rejoints et qui nous ont réveillés sur le sujet, c'était de dire, en fait, in fine, si on ne rentre pas dans le dur des modèles économiques, on va nulle part. Alors, moi, j'ai 37 ans, j'ai fait une école de commerce, je pensais connaître les modèles économiques, je pensais être ajusté juste dans le diagnostic de ce qu'est un modèle économique. Et force est de constater que je me suis réveillé un matin en me disant que je n'y connaissais pas grand-chose et qu'in fine, j'ai eu une épiphanie quand j'ai compris que tous nos modèles économiques n'étaient pas si compliqués que ça, de nos entreprises actuelles. C'était une logique de volume qui s'exprimait inexorablement. Donc je prends toujours l'exemple du distributeur de lave-linge. Ça va vous étonner, moi ça a été une vraie épiphanie. La durée de vie des lave-linges ne cesse de baisser depuis des années. C'est quand même très étonnant, alors que technologiquement on est quand même un peu plus robuste qu'on l'était il y a quelques décennies. Et quand vous comprenez que derrière il y a simplement une logique volumique qui s'applique et qu'elle est inéluctable et inexorable, c'est très surprenant. Vous êtes un distributeur de lave-linge en 2022 en France, vous devez vendre plus de lave-linge. Basta. Le capitalisme dont vous parliez, il est fait pour ça. Vous devez vendre plus de lave-linge, vous êtes sur un marché français qui est saturé, et ben vous allez faire de l'obsolescence programmée, c'est écrit. Vous voulez vendre plus de lave-linge, ben vous allez faire en sorte que le lave-linge ne soit pas réparable. Et donc vous allez nouer les pièces de manière à les rendre non opérables, non interopérables, et finalement difficilement réparables. Et donc en fait, quand vous prenez cette paire de lunettes, en comprenant cette logique volumique à l'œuvre, en fait vous avez tout d'un coup une réalité économique très différente. Vous comprenez que tous les modèles économiques fonctionnent au volume. Un assureur fonctionne au volume, un investisseur fonctionne au volume. Et le problème du volume, c'est que ça détruit fondamentalement la planète, puisque ça consomme toujours plus de matière et d'énergie. Et donc la petite lumière qu'on a trouvée, en tout cas nous, qui nous fait vivre et qui va nous faire vivre, c'est ce modèle économique régénératif, qui est le contre-pied de cette logique volumique, et sur lequel j'espère on aura le loisir d'en dire quelques mots. On va s'y employer. Alors, pour poursuivre, peut-être là pour nous acculturer un petit peu, Anne-Marie, vous présidez une entreprise de médias à impact positif. Pourriez-vous, d'un mot, nous parler un petit peu du contexte un peu particulier finalement dans lequel vous avez pu obtenir ce droit à émettre et ce qu'il faut en penser? Est-ce que c'est finalement une excellente nouvelle de la prise en compte de l'impact par l'organisation publique en charge de délivrer les droits d'émettre?
Oui, d'abord la naissance d'Airzen, c'est un événement historique. Il n'y a pas eu de nouvelle radio en France depuis 25 ans. Parce que créer une radio ou une télévision en France, c'est une activité réglementée par l'État, et donc nous nous répartissons les fréquences avec nos confrères de l'armée, de la gendarmerie, etc. Nous partageons un patrimoine de fréquences publiques commun. Donc on ne fait pas n'importe quoi, ce qui paraît assez naturel. Donc même si on a envie de créer une radio en France, on ne peut pas le faire, en tout cas une radio hertzienne, si l'État ne nous a pas autorisés. Donc depuis 25 ans, il n'y avait pas de nouvelle radio en France, tout simplement parce que la FM, qui est une technologie ancienne, eh bien, était saturée au niveau des bandes de fréquences nationales. Et le CSA a lancé donc en 2018 un appel à candidature historique pour proposer donc que la technologie FM évolue et devienne une technologie numérique hertzienne, ce qu'on appelle la RNT, la radio numérique terrestre, comme il y a eu la TNT il y a une douzaine d'années qui nous a amené 11 chaînes complémentaires. Donc en 2018, le CSA dit ce serait vraiment important de lancer le DAB en France, la RNT. Nous candidatons. Et quand on candidate sur ce genre de projet et qu'on est une PME du Sud-Ouest, on se dit que va-t-on pouvoir apporter de nouveau au paysage audiovisuel français ? Et donc nous avons réfléchi et véritablement, alors mon associé Frédéric Courtine, que je salue, m'a dit « Je te connais, ne t'emballe pas. Il y a très peu de chances pour que nous soyons autorisés à émettre. La bataille va faire rage parce qu'il y avait une place pour un nouvel opérateur national en France. Et il y avait donc 44 dossiers déposés auprès de l'instance régulatrice. Je vous précise qu'en France, on a, parmi toutes les chances que l'on a, on a une chance incroyable, c'est que les fréquences radio et TV sont données gratuitement sur la base de la qualité des dossiers, alors que dans la plupart du pays du monde et pas mal en Europe aussi, elles sont vendues aux enchères. Donc on a encore la chance de pouvoir obtenir des fréquences radio et TV gratuites qui constituent immédiatement un actif très important pour la société à laquelle elles sont concédées. Donc Frédéric me dit très prudemment, ne t'emballe pas, je te connais, nous avons très peu de chances d'aboutir, nous déposons notre dossier en se disant qu'est-ce qu'on va proposer de nouveau aux Français. Et donc nous proposons vraiment 3 singularités qui sont aujourd'hui les singularités d'ailleurs que le président de l'ARCOM décrivait il y a une semaine à Bordeaux, qui caractérisent Airzen. D'abord, dans un pays qui décline plutôt le journalisme neutre à négatif, nous avons importé en France le journalisme de solution qui a été développé en Europe du Nord depuis à peu près 25-30 ans. Donc, nous avons pris tous les concepts du journalisme de solution et nous les avons apportés sur une radio nationale en France. Ça n'existait pas jusqu'à ce jour. Alors, journalisme de solution, c'est assez simple. Vous envisagez un sujet, sa problématique, et si vous n'avez aucune solution à proposer aux Français, vous n'en parlez pas, parce que ce n'est peut-être pas la peine de rajouter de l'anxiété à l'anxiété. Par contre, si on a une solution identifiée, eh bien on aborde ce sujet et on présente sa solution. Ce n'est pas de l'angélisme, on n'accorde pas des fréquences d'État pour faire de l'angélisme, c'est une posture journalistique qui dit que quand nous avons quelque chose d'intéressant à proposer, nous le proposons. Donc, première singularité, nous avons une rédaction et le directeur d'antenne est là, Roland est là, je le salue, qui est entièrement constitué en journalisme de solution et c'est un exercice qui n'est pas facile d'un point de vue éditorial. Deuxième chose, on parlait de business model à l'instant, nous sommes en train de secouer un peu le business model de la radio en France, comme vous. Et donc, le business model historique de la radio en France, c'est la publicité, sauf que les Français en ont assez de la publicité. Toutes les études le disent. On en est à 14 minutes de pub par heure en radio en France et parfois on va un petit peu vers 18 minutes en période de Noël. Et 7,2 millions de Français ont déclaré l'été dernier qu'ils ne voulaient plus consommer de médias parce qu'ils n'en pouvaient plus de la publicité. Donc on a décidé d'inventer, vraiment de disrupter les choses et d'inventer un autre business model qui est un business model d'engagement. Donc chez Airzen, il n'y a pas 14 minutes de pub par heure, il y en a 4 au maximum. Et donc, eh bien, on ne se finance pas sur la pub, vous l'avez compris, on se finance sur une autre action qui est un business model d'engagement. Et donc, on propose à des entreprises qui veulent s'engager sur des thèmes de RSE, d'engagement, de médias positifs, de pédagogie, de véritablement faire chez nous, avec nous, une pédagogie de marque pour expliquer leur singularité, leurs différences, etc. Et ça, ce n'est pas du spot de 30 secondes.
Ça, ce sont des dispositifs avec des chroniques de 2 minutes, 3 minutes que nous mettons en place, des journées spéciales pédagogiques, etc. Donc aujourd'hui, le business model dominant chez RZN, ce sont des partenaires qui s'engagent avec nous sur 3 ans, des partenaires fondateurs qui s'engagent avec nous et qui financent la station quasiment la moitié de l'année. Donc on est vraiment libéré de la contrainte publicitaire. Et la dernière singularité d'RZN, et j'ai beaucoup de plaisir à le partager aujourd'hui, c'est que nous avons décidé de créer le premier groupe de radio à impact en France. Et l'impact dans les médias, c'est pas natif. Et donc, nous sommes en train de transformer ce groupe en, bien sûr, une entreprise à mission. Nous allons passer de l'émission à la mission, comme je dis en plaisantant à mes confrères. Notre mission nous a été fixée par l'État. Elle est très simple, c'est accompagner les Français à vivre mieux. Et donc, nous allons évoluer dans cette mission et nous sommes en train, véritablement, de bâtir un groupe, le premier groupe de radio à impact en France, en société à mission, en le finançant avec des fonds à impact. Et donc, c'est un des grands fonds à impact européens qui va rentrer chez RZN dans les jours qui viennent. On est véritablement en train d'écrire, je crois, tous ensemble, une nouvelle page de l'audiovisuel. Ça veut dire qu'en fait, on va rendre compte, bien sûr, de notre performance financière. On n'est pas une association d'intérêt général. On va rendre compte de nos audiences, bien sûr. En médias, c'est normal. Et on va rendre compte également de notre impact social aux régulateurs, à l'ARCOM, à nos actionnaires, bien sûr, et aussi aux Français. Pour la première fois en France, un média national va rendre compte de son impact social. Et pour ne rien vous cacher, ça me paraît le minimum quand on sait que l'on nous a concédé des fréquences publiques, que de savoir ce que l'on en fait et d'en faire un usage social et non seulement capitaliste. Mais bravo. Bravo pour cette solution innovante. Et finalement, donc, vous me permettez de passer la parole tout de suite à Franck, parce que, quand bien même vous avez cité effectivement vos équipes, votre associé, vos collaborateurs, Franck, vous avez présidé les travaux du groupe de travail de l'ORE sur la gouvernance d'entreprises durables. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la gouvernance des entreprises qui doit se remettre en question, se poser les bonnes questions pour pouvoir tendre vers cette appréhension des 3 sujets que sont la performance économique, sociale et environnementale. Jusqu'à présent, parce qu'on ne l'enseigne pas, ni dans les business schools, ni dans les bonnes écoles d'ingénieurs que vous avez fréquentées tous les deux, on vous a beaucoup parlé des performances économiques. Le social et l'environnemental n'étaient pas au programme, ils n'étaient même pas en option. Donc, moi, ça fait quand même quelques années. Oui. Voilà. Oui, si on veut, pour faire le lien avec ce que je disais précédemment, ou cette idée que les entreprises vont devoir poursuivre plusieurs objectifs et apprendre à équilibrer entre ces objectifs-là, toute la problématique de la gouvernance d'entreprise a été pensée pendant 20 ou 30 ans dans la relation entre les dirigeants et les actionnaires avant tout, et avec l'objectif donc d'aligner les intérêts des dirigeants avec les intérêts des actionnaires et donc la maximisation de la valeur actionnariale. Donc là, je parle avant tout des grandes entreprises cotées, mais évidemment, on peut retrouver ça aussi au sein des ETI. Donc si on souhaite que les entreprises poursuivent et apprennent à poursuivre plusieurs objectifs en même temps et trouver le juste équilibre, ce juste équilibre dont Antoine Riboud parlait déjà en 72, c'est pas nouveau, on fête là les 50 ans de ce fameux discours de Marseille, où il parlait déjà de cet équilibre, donc c'est pas complètement nouveau. C'est nouveau, disons, à partir du moment où on prend comme référentiel ce qui vient de se passer pendant 30 ans. Alors ça veut dire en effet qu'il faut réouvrir, et ce qu'on a fait avec ORE, c'est de se dire, bon, réouvrons ce débat, enfin cette réflexion sur comment organiser en interne le pilotage de l'entreprise. Comment penser la constitution du conseil d'administration, comment penser le comité exécutif, est-ce qu'il faut différents comités qui s'adressent à ces questions-là? Il faut repenser également les compétences qui sont représentées. Il y a tout un débat sur, par exemple, la formation des administrateurs aux problématiques climat. Si on veut que les administrateurs puissent contrôler ce que fait la direction sur une stratégie climat et comprendre les enjeux et trouver les justes équilibres, il faut évidemment qu'il y ait également des compétences au sein du conseil d'administration sur ces sujets-là. Donc il y a tout un tas de sujets-là. Et puis après, on peut décliner comment sont prises les grandes décisions stratégiques de l'entreprise
sur la base de quel type d'informations? Est-ce que, par exemple, quand des décisions d'investissement sont prises, est-ce qu'on prend en compte, j'en reviens toujours au carbone, mais on peut prendre d'autres exemples environnementaux, mais est-ce qu'on applique, par exemple, un prix au carbone? Est-ce qu'on va mesurer le coût carbone des conséquences de ça? Est-ce qu'on va prendre en compte différents scénarios, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on ne peut penser le futur que par rapport à une multiplicité de scénarios. Le futur est devenu excessivement incertain, et donc, comme le recommande d'ailleurs la Task Force sur le risque climatique, TCFD, dit chaque fois que vous prenez des grandes décisions stratégiques, vous devez vous appuyer sur une multiplicité de scénarios. Bon. Donc est-ce que ça, c'est fait? Donc il y a tout un tas d'éléments, et puis après on va descendre évidemment au niveau du cœur de l'entreprise, les organisations. Quels sont les signaux qui sont donnés aux différents collaborateurs? Est-ce que cette multiplicité d'objectifs informe ce que les collaborateurs doivent faire? Et sans oublier évidemment la question de la rémunération qu'on a traitée dans le rapport comme un chapitre spécifique. On voit émerger de plus en plus de grands dirigeants aujourd'hui ont une rémunération, notamment la partie variable, qui va être indexée sur des critères soi-disant, spécifiquement ESG. Évidemment, se pose la question, quelle est la part de la rémunération variable qui est indexée sur ESG? On sait que si tout ce qui est en dessous de 20%, en gros, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut quand même monter à un niveau assez élevé pour que ça ait un impact sur les comportements. Et ensuite, il faut évidemment regarder quels sont les indicateurs qui sont utilisés pour ce faire. Donc, ça ouvre tout un champ de réflexion nouvelle qui reste en gros à explorer et où on a quelques exemples, mais c'est encore très difficile de les appeler bonnes pratiques puisqu'il y a très peu de recul sur ces sujets-là, mais l'idée que ça ouvre un champ d'exploration très importante sur cette question de comment piloter une entreprise quand on a plusieurs objectifs en ligne de mire. Alors, Antoine, justement, parmi ces champs du possible, est-ce que le modèle de l'entreprise régénérative est celui qui va permettre de répondre à cette curieuse équation, mais qu'il faut mettre en œuvre quoi qu'il arrive? Alors, notre conviction, c'est que la réponse est oui. Alors après, qu'est-ce que l'entreprise régénérative? J'ai décrit le modèle volumique de nos entreprises actuelles. Fondamentalement, je suis désolé, je suis obligé de faire un peu le café du commerce de l'histoire des idées, mais cette entreprise volumique, elle est le nom de quoi? Elle est le nom d'une déconnexion de l'entreprise à son environnement et au vivant. Et l'entreprise, parce que drivée par le volume, est arrivée à se déconnecter petit à petit, comme on l'a fait les uns et les autres, des écosystèmes vivants, qu'ils soient sociaux ou naturels, du territoire. Et donc, on arrive au bout de cette logique volumique. Et l'entreprise régénérative, c'est cette idée assez simple que l'entreprise doit remettre le vivant au cœur de chacune de ses décisions, de chacune de ses actions, dans le cadre des limites planétaires. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on se contente simplement de réduire l'impact négatif, on est de plus en plus nombreux, on a envie de créer, parce qu'on est des humains, on va non seulement dépasser, mais vraiment, pour le coup, provoquer un emballement hors de contrôle au niveau de la planète. Donc on n'a pas d'autre choix que de se mettre au service du vivant, parce que le vivant est quelque chose qui fait du positif. Et le vivant a cette propriété d'être régénératif, ce qu'ont pas beaucoup d'autres entreprises. Et donc, se reconnecter au vivant pour une entreprise, mettre le vivant au centre, c'est s'inspirer du vivant dans sa capacité régénérative. Et si je reprends l'exemple, pour rendre ça le plus concret possible, du distributeur de lave-linge, c'est faire à minima 2 mouvements. D'abord, penser son modèle économique en n'ayant pas l'objectif de faire plus de matière et d'énergie, mais de réduire un maximum la matière et l'énergie consommées. Et pour le distributeur de lave-linge, finalement, c'est se reconnecter au client et interroger la finalité du client. Quand on vend un lave-linge, quelle est la finalité du client? C'est des choses assez simples, ce n'est pas uniquement d'avoir un maximum de lave-linge, mais c'est d'avoir du linge propre. En re-questionnant comme ça sa connexion au client, l'entreprise va arriver à la conclusion assez simple que d'autres modèles d'affaires existent et qu'on peut passer à des modèles de location, à des modèles d'usage, où on va faire en sorte de pouvoir mettre entre les mains du client un lave-linge qui va durer longtemps, qui va être interopérable, qui va être mutualisé, et donc qui va permettre in fine pour cette entreprise de dire qu'elle a réduit en effet drastiquement la matière et l'énergie de son modèle économique. Et le deuxième mouvement qui est inévitable, si elle veut devenir régénérative, parce que si elle fait que le premier mouvement, elle est dans une logique durable, elle réduit le négatif, c'est de se reconnecter au vivant. Alors c'est pas simple, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas sur le vivant. Toutes les entreprises ne sont pas des entreprises agricoles. Et donc ce distributeur de lave-linge, sa façon de se connecter au vivant, ça va être de le faire dans le territoire.
Ça ne va pas être le faire en compensant son surplus de carbone en achetant des arbres et du Douglas Kennedy, des espèces à l'autre bout du monde en se disant un arbre, un crédit carbone. Ça va le faire à l'échelle du territoire dans lequel elle est encastrée. Et ça va se faire en coopération avec d'autres entreprises du territoire, par exemple une coopérative agricole. Et donc ça va être assez simple, je distribue du lave-linge, comment je mets dans mes magasins la bonne végétalisation, la bonne énergie renouvelable, de manière à pouvoir apporter un service et une contribution positive à l'écosystème alentour. Donc c'est à l'échelle du territoire une compensation noble, pas caricaturale comme on la vit actuelle sur le marché du carbone, mais une compensation noble à impact à l'échelle du territoire. Donc l'entreprise Réactive, c'est une entreprise qui a cette capacité à se reconnecter au vivant, donc au territoire, et à la fin des courses, que ce soit économique, social ou positif, ou environnemental, d'avoir finalement de contribuer de manière positive au renforcement du vivant, dont on dépend tous, et qui est, in fine, le vivant, une condition de jeu économique de l'ensemble des acteurs dans les prochaines années. Oui, se reconnecter au vivant, et puis en vous écoutant, Antoine, j'ai envie de dire se reconnecter tout court finalement, notamment vous avez parlé du territoire. Lorsque l'on est, je reprends votre exemple, un distributeur de lave-linge, on a donc une existence multiterritoriale, on est présent dans tous les départements quand on est une enseigne nationale, et je ne suis pas certain finalement qu'un directeur de centre de distribution de lave-linge et d'autres produits électroménagers ait une fine connaissance du territoire dans lequel il opère. Donc là, vous êtes en train de suggérer finalement une reconnexion à tout l'écosystème, et ça va bien au-delà finalement, ça englobe les parties prenantes, ça englobe le vivant comme vous l'avez évoqué. Alors normalement, par rapport au temps qui nous est imparti, donc là nous sommes en rouge, cramoisi, mais comme nous avons commencé un peu en retard, j'imagine que l'organisation nous accorde encore, selon mon décompte, 8 à 9 minutes, ce qui va nous laisser le temps d'une autre question. Anne-Marie, vous nous avez parlé là donc d'un fonds à impact. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'expérience que vous vivez auprès de ce fonds à impact? Qu'est-ce qui est différent finalement quand on fait appel pour assurer le développement de son entreprise, de travailler avec un fonds à impact? Ça vous oblige à quoi? Si vous pouvez nous dire cela en quelques mots. Avec plaisir. C'est une vraie décision de vie, comme le fait d'ailleurs d'avoir proposé le dossier Erzen au CSA, parce qu'on était à un âge où on aurait pu commencer doucement à s'approcher des réflexions de retraite. Mes associés et moi, on a fait un choix tout à fait différent. On a décidé de s'engager dans Erzen et on a vraiment la sensation, vous savez, les médias sont un milieu un peu parfois impitoyable. Et donc, chez nous, tout doit faire sens, véritablement. Alors, partout maintenant, je crois que tout doit faire sens. Et c'est vrai qu'en médias, on est assez exposé. Et donc, on a eu le choix, quand on a décidé de créer Erzen et de financer Erzen, on a eu le choix de réfléchir à des fonds classiques, mais très vite, en fait, très naturellement, s'est imposée l'idée d'un fonds à impact. Les fonds à impact, il n'y en a pas beaucoup. On en a répertorié 70 en France. C'est vraiment un processus qui est très apprenant pour nous. Donc là, on est très, très avancé. On est en closing avec l'un d'entre eux. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris depuis un an ? D'abord, on a vraiment rencontré des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et ça, c'est très important, véritablement, que l'investissement soit un investissement et beaucoup plus que ça. Soit des valeurs partagées, soit une vision stratégique partagée, soit vraiment, ça me paraît très important. Donc, on a des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, la même vision de l'avenir que nous, la même notion de l'engagement que nous. Donc, on a vraiment une thèse d'investissement qui est une thèse d'investissement pleine de sens, pleine de responsabilité, pleine de maturité et qui est véritablement très disruptive pour un média national en France. On a historiquement avec les confrères des approches qui sont des approches de business model quand même plutôt centrées sur la publicité et le fait de sortir un EBITDA de qualité en fin d'année. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. Le sens, les valeurs partagées, la thèse d'actionnariat qui du coup est puissante. Et on se retrouve à regarder la structure de nos programmes et en définissant nos KPI, nos indicateurs d'impact, à regarder quelle est la quantité de programmes qu'on va
produire en 2023 pour les personnes des quartiers difficiles, pour les personnes âgées, pour les chômeurs, pour les familles isolées. Et donc tout ça va être véritablement intégré dans la structure d'antenne d'Airzen. Et donc Airzen va produire du programme de qualité pour ces 4 verticales, mieux être, mieux consommer, mieux agir, mieux travailler. Et elle va aller plus loin, elle va avoir des indicateurs de mesure de sa performance. Nous allons rendre compte vraiment du nombre de podcasts que nous produisons chaque année pour aider les Français les plus fragiles. Et je trouve que c'est quelque chose de très important, encore une fois, quand on a la chance immense de bénéficier de 500 fréquences publiques. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que chez Airzen, tout fait sens. On est en train de construire un sens global, une entreprise globale. Et vraiment, je crois que les partenaires le ressentent, les auditeurs le ressentent. On a plein de choses qui sont très intéressantes en termes de retour. Voilà, je dirais que c'est ça, c'est une rencontre avec un projet d'entreprise qui est vraiment basé sur le sens, au sens le plus, je crois, le plus noble du terme. Merci beaucoup. Franck, Anne-Marie vient de nous dire 70 fonds à impact répertoriés en France, mais finalement, quelle marge de manœuvre, quel espace de liberté peuvent avoir les entreprises aujourd'hui auprès des autres acteurs financiers qui ont peut-être un peu moins de bienveillance et d'implication et de vouloir contribuer à donner du sens au projet que peut leur soumettre leurs clients? C'est compliqué comme question. Enfin, toutes les questions qu'on adresse sont complexes. Je trouve très complexe quand on regarde la pression, les grandes entreprises, encore une fois, qui sont cotées, la pression qu'elles ont, évidemment, pour générer de la performance économique, financière, la plus classique qui soit. Évidemment, les règles du jeu, c'est encore beaucoup cela. Et se pose non seulement concrètement la question, est-ce que les dirigeants qui vont mettre en place, par exemple, une stratégie d'entreprise, sans changer complètement le modèle économique. Je pense que changer complètement le modèle économique, c'est en fait partir sur une autre route, c'est de promettre quelque chose de différent et on n'embarque pas les investisseurs. Mais ce serait plutôt une entreprise qui est, sans complètement changer son modèle économique, qui va peut-être reconsidérer un certain nombre d'actions. Il y a par exemple, juste pour donner une idée, je discutais assez récemment avec la directrice Impact d'EDF et qui me donnait cet exemple de la hauteur d'un barrage. Bon. Et la question, c'était pas de savoir est-ce qu'on va construire un barrage ou non, parce que ça, il n'y avait pas trop de questions, mais c'était la hauteur en fait. Et si le barrage il était à hauteur, disons, de 30 mètres, eh ben, on arrivait à préserver une certaine biodiversité, etc. Et si on le construisait à 50 mètres, et on détruisait, enfin, on avait un impact négatif. Donc l'équilibre entre le rendement économique, le rendement environnemental, le rendement social également, bah là, c'est pas est-ce qu'on construit le barrage ou non, mais c'est plutôt est-ce qu'on le construit à 30 mètres ou est-ce qu'on va jusqu'à 50 mètres. Et le rendement financier ou économique est évidemment de le faire à 50 mètres. Hein. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, dont les actionnaires, se contentent d'un barrage à 30 mètres et de les convaincre de ça, avec le risque tout à fait clair que les dirigeants soient remerciés pour mettre en place des dirigeants qui vont avoir une vision d'optimisation, etc. Donc on est dans une compétition pour le contrôle de ces entreprises, et à partir du moment où une entreprise ne va pas essayer d'avoir le rendement le plus élevé, eh ben, elle risque de perdre le contrôle de stratégie. C'est ça. Et donc, est-ce qu'il y a une chose, je pense qu'il y a de plus en plus de la part des investisseurs institutionnels quelque chose qui se joue, qui se dit si on détruit complètement les bases de notre société environnementale par exemple, tout le monde va être perdant. Bon. Donc il y a cette tension que les grands investisseurs institutionnels, les assureurs par exemple, vont avoir, et on le voit dans un certain nombre de discours qu'elles disent, nous on veut non seulement regarder comment l'entreprise performe dans le périmètre de l'entreprise, mais on veut aussi regarder comment l'entreprise
contribuent ou non à la régénération, par exemple, du capital naturel ou à la stabilité. Donc, par exemple, sur des décisions, est-ce que l'entreprise fait du lobbying, par exemple, qui est un bon exemple. Et on voit un certain nombre de grands investisseurs qui, aujourd'hui, demandent à certaines entreprises, notamment dans le domaine pétrolier, d'arrêter de faire du lobbying anti-climat, avec l'argument que, finalement, ça ne sert pas les intérêts. Possiblement, ça sert l'intérêt de l'entreprise considérée en isolation, mais ça ne sert pas l'intérêt de l'ensemble du portefeuille que détient l'investisseur, parce que l'investisseur institutionnel sur le long terme a intérêt à ce que des politiques climat soient mises en place. Et donc ça, c'est ce type de raisonnement, je pense, qui crée l'espace pour avoir une sorte de partenariat entre des investisseurs institutionnels sur le long terme et des entreprises, pour que cette entreprise, justement, contribue à défendre le socle sur lequel toute l'économie fonctionne et qui est quand même dans l'intérêt bien compris de l'investisseur sur le long terme. Là, je parle évidemment d'investisseurs institutionnels qui ont un horizon temporel très long, 30, 40, 50 ans. Finalement, ça demande quand même à désapprendre ou à réapprendre à comment présenter des projets à financer, parce que depuis des années, on nous a appris à parer, je dirais, de toutes les vertus les projets, et effectivement, en mettant peut-être en arrière-plan les dimensions moyen et long terme et prise en compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Pour conclure, Antoine, pour réussir finalement à concilier performance économique et impact social et environnemental positif, ne faut-il pas tout simplement réinventer les organisations ? Alors oui, c'est mon grand combat et mes grandes convictions, mais si je commence à ouvrir la boîte, je pense qu'on en a pour de longues minutes et on va vraiment cramer le temps. Je voudrais juste revenir sur une touche plutôt optimiste, sur le fait qu'on puisse aller vers des modèles régénératifs. Le pari optimiste, en tout cas, qui est le nôtre chez AXA Climate, c'est de dire que fondamentalement, la réalité des limites planétaires va arriver, va s'imposer, qu'on a juste un long éveil de conscience sur le sujet, à plein de niveaux, qu'on a commencé par le carbone, on commence à se rendre compte que derrière le carbone, il y a la biodiversité, on va se rendre compte qu'il y a l'azote, et petit à petit, on va détricoter, et on va se rendre compte collectivement qu'il y a 9 grandes limites qui sont en jeu, et qui parlent entre elles. Donc on va avoir un choc de complexité, et nous, on fait le pari que ce choc et cette épiphanie, elle sera collective. Et donc, de fait, les modèles économiques vont devoir changer. Sinon, tout simplement, en fait, il y a un risque d'extinction pour l'espèce à un terme assez moyen et long. Partant de ça, je pense que moi, je vois vraiment un éveil de conscience progressif par cascade. Il y a un éveil de conscience individuel qu'il faut jouer, que ce soit le dirigeant, le collaborateur, le citoyen, qui sent en effet cette déconnexion et qui sent le besoin de se reconnecter et qui lit de fait assez facilement son impact, parce que quand on tire le fil de son travail, on arrive assez vite à comprendre l'impact qu'on a sur son territoire, sur sa famille, sur ses proches. On est dans le dur du second éveil de conscience qui est celui des entreprises. On est encore dans des entreprises qui n'ont pas tiré le fil de leur impact. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait de la RSE, qui ont fait des choses bien, qui le mettent dans leur rapport, mais tout simplement tirer le fil d'une prime d'assurance, d'un prêt bancaire, d'un lave-linge distribué pour le lier in fine à l'impact concret sur les communautés, très peu d'entreprises l'ont fait. Et donc il faut participer à ce mouvement d'éveil pour que les entreprises se sentent tout simplement responsables en tirant le fil de leurs actions sur les territoires. Et les fameux investisseurs institutionnels, c'est les plus paresseux, c'est les plus loin, c'est les plus distants, et ils vont en effet rentrer dans l'éveil, mais il faut d'abord travailler la maille individuelle, la maille de l'entreprise. Ces gens-là sont alertes, ils connaissent leurs intérêts. À partir du moment où l'entreprise va pouvoir éclairer son propre impact, je fais le pari, nous faisons le pari qu'elle pourra avoir un autre type de discussion avec l'investisseur in fine et le convaincre que la clé de la durabilité de sa retraite, puisqu'on parle in fine de ça, c'est quel est le return qui me permettra d'avoir une retraite dans 20 ou 30 ans, sera lié aussi au respect du vivant et à la capacité à le renforcer. Donc une dernière touche très positive, il s'agit d'un éveil de conscience, un changement de paire de lunettes, et qu'il faut faire de manière systémique un peu les uns les autres, et les investisseurs faisant le pari qui suivront. Et par rapport à ce que vous venez de dire, merci beaucoup Antoine, vous venez de parler de responsabilité. Et depuis que je fais ce métier, depuis 20 ans, on parlait avant de développement durable, on a été amené à parler de responsabilité sociétale des entreprises. Vous mettez finalement un point sur la notion de responsabilité sociétale des entreprises, oui, pourquoi pas, mais responsabilité tout court, ce qui nous envoie au principe de responsabilité d'Ancionas qu'il faudrait revoir et mettre en pratique, faire en sorte que nos actions contribuent à avoir une vie authentiquement humaine
et qu'on ne soit pas parti dans les délires qu'on peut connaître. Mais vous avez terminé sur un aspect positif. Donc, ce que je trouve très positif aujourd'hui, par rapport aux tables rondes que j'ai pu animer, on voit franchement que les choses bougent. La quête de sens, elle est portée par de jeunes créateurs d'entreprises, elle est portée par des personnes qui auraient pu songer à leur retraite et qui aujourd'hui sont partis dans des projets tout à fait enthousiasmants. C'est pas sympa de terminer sur l'approche de la retraite. Ah, moi, je me sens très concerné, donc c'est pourquoi j'en parle librement. Il me restait à vous remercier tous les trois et à remercier tous ceux qui étaient là pour vous écouter. Merci.